Bonjour le peuple du Congo-Brazzaville, de partout où est-ce que vous vous trouvez, euh, à la veille donc d'une échéance majeure, puisque le dimanche prochain, comme je l'ai dit en introduction, va se passer l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Hier, la force publique aura voté au cours de ces élections présidentielles. Nous nous sommes proposés de vous entretenir en essayant, autant faire se peut, de réfléchir ensemble. De réfléchir ensemble sur le destin du Congo-Brazzaville, sur l'avenir du Congo-Brazzaville, en partant bien sûr de son expérience et de sa pratique politique. Alors, sans plus tarder, nous allons essayer de suivre ces petits éléments que nous avons rassemblés au niveau de CRC, donc le Congrès pour la Renaissance du Congo, qui est une plateforme euh, que nous avions mise en place. C'est pas un parti politique, mais une plateforme de réflexion sur la situation globale du pays. Et à partir du CRC, nous avons mis également en place le Collège études et perspectives. Euh, à ce collège, nous réfléchissons, nous rassemblons la pensée, nous rassemblons toutes les expertises, toutes les personnes de toutes les nationalités d'ailleurs, qui sont intéressées à réfléchir sur les problèmes qui nous accablent, sur des problèmes qui nous concernent dans la gouvernance, n'est-ce pas, du Congo-Brazzaville. Alors voilà, donc nous avons titré un peu euh, ce partage de la pensée, de quelques idées, comme ceci. Nous parlons donc des destins sociétal parce que nous supposons que depuis bientôt plus de 20 ans maintenant, le Congo-Brazzaville, comme beaucoup d'autres pays d'ailleurs, vivent une période de transition démocratique qui n'a pas fini, qui n'est pas terminée, je voulais dire, qui n'est pas terminée. Et la transition démocratique est longue, très 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 difficile, mais elle ne laisse pas d'exister. Alors, entre l'errance de l'inconscience actée et les effluves de la conscience pacifique, l'épreuve de la transition démocratique au Congo-Brazzaville, comme vous le voyez ici. Petite explication, pourquoi l'inconscience actée? Parce que tout simplement, en faisant une radioscopie série de la réalité sociopolitique au Congo, on peut bien mettre en évidence ces éléments de l'inconscience. Ces éléments de l'inconscience sont actés parce que c'est mis en pratique. Et parce que c'est mis en pratique, il y a un impact réel sur les individus et aussi sur les choses au Congo-Brazzaville. Alors, les effluves de la conscience pacifique, les senteurs de la conscience pacifique. Il y a le mot de pacifique à l'intérieur. C'est de la paix dont il s'agit. Parce que nous supposons que le plein épanouissement que nous recherchons, que dans toutes les sociétés pratiquement on recherche, peut-être avec des mauvaises méthodes aussi, eh bien, c'est ça qui fait l'humanité. C'est ça qui construit l'humanité. Et nous serons toujours à la recherche éperdue de ces effluves de la conscience pacifique. Et tout ça, ça concourt, comme je l'ai dit tantôt, n'est-ce pas, à cette transition démocratique sur laquelle nous croyons, bien évidemment, au Congo-Brazzaville. Alors, nous partirons de ce constat. Le constat
d'un pays, le Congo-Brazzaville, avec 5 millions d'âmes, 5 millions d'habitants seulement, on l'a dit et on l'a redit, un troisième grand producteur du pétrole en Afrique noire, en plus d'autres matières premières qui sont très très nombreuses. Un pays qui, comme on l'a mentionné ici, là, aurait pu devenir un vrai pays de cocagne. Un pays de cocagne, c'est un pays d'abondance. C'est un pays d'abondance, avec une faible population, un sous-sol très riche, et on se demande comment un tel pays très généreux, voilà, très gâté par la nature, peut-on trouver une population aussi pauvre? C'est la réalité des faits ici. Tous les organismes qui s'occupent des problèmes liés à la pauvreté l'ont ressorti, ce qui veut simplement dire qu'il y a un chaînon manquant. Il y a un chaînon manquant. Il y a quelque chose qui cloche là. Et la réflexion que nous vous proposons aujourd'hui tenterait quelque part d'aller rechercher ce chaînon manquant. Pourquoi un pays aussi riche a-t-il malheureusement les populations parmi les plus pauvres du monde? C'est cela le paradoxe. Donc, ce qui veut dire qu'au fond, il y a un dilemme politique. Il y a nécessairement un dilemme politique. Dans toutes les nations, dans tous les pays, s'engager dans l'action publique, s'engager dans la gouvernance, devrait viser un idéal. L'idéal du progrès social, l'idéal du progrès des individus, l'idéal de l'épanouissement de la population. Donc, il y a nécessairement un dilemme politique qui est là. Il y a quelque chose qui ne cloche pas dans la politique congolaise. Pourquoi tant de violence, comme l'avait mentionné ici? Pourquoi le refus acharné d'une paix véritable? Et quand nous disons d'une paix véritable, c'est vraiment une paix véritable. Ce n'est pas une paix, comment on peut dire, ce n'est pas une paix camouflée. Alors, pourquoi une conscience aussi endurcie? Parce que, à voir à la loupe, ceux qui dirigent le Congo semblent arborer cette conscience ou cette inconscience endurcie, simplement parce que ils refusent de voir ce qu'il faut voir, ou ils se donnent une cécité volontaire, à dessein certainement. Alors, en allant donc dans cette essayant de dénoyauter, de décortiquer ce dilemme politique, nous avons mené une réflexion sur les modèles politiques, ou mieux sur certains modèles politiques que l'on pourrait, évidemment, en prenant le cas du Congo, puisque c'est du Congo dont il est question, on ira certainement emprunter des idées ailleurs, mais nous avons en ligne de mire d'essayer de comprendre un peu ce dilemme politique. Pourquoi, pratiquement depuis les indépendances, est-ce que les Congolais n'arrivent pas à mettre en place un système politique équitable qui puisse trouver chacun à sa place, en train de jouer sa pleine citoyenneté pour faire avancer, n'est-ce pas, la société congolaise? Dans beaucoup de pays, certainement il y a des problèmes, mais dans beaucoup de pays également, ça marche.
parfaitement. Il y a des consensus sociopolitiques qui se mettent et qui permettent au pays d'avancer. Alors, ici, voilà le plan que nous avons essayé de dessiner ici. Voilà, nous avons essayé de dessiner ici pour essayer de voir un peu. Vous voyez très bien que les mathématiciens qui pourraient nous suivre comprendront très bien que nous avons un plan ici. Un plan orthonormé pour essayer de comprendre les choses dans leur évolution. Sur ce plan orthonormé, vous voyez très bien que là, sur l'axe des abscisses, nous avons aligné des variables qui vont de la dictature, n'est-ce pas, à la démocratie. La dictature étant un système politique basé sur le pouvoir d'un seul individu ou d'un groupe d'individus qui l'exercent selon des méthodes autoritaires. Et la démocratie étant un système politique qui est fondamentalement basé sur un consensus politique, une gouvernance démocratique, un pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, parce qu'il existe, n'est-ce pas, le suffrage universel, indirect ou direct, qui permet, n'est-ce pas, aux populations de désigner des personnes qu'elles voudraient, n'est-ce pas, voir présider à leur destin. Voilà. Sur l'axe des ordonnées, on verra qu'il y a les attitudes, l'attitude des gens au pouvoir, de l'élite au pouvoir, parce que c'est de l'élite au pouvoir à qui on donne la légitimité de gouverner, que dépend, n'est-ce pas, la nature du pouvoir. Est-ce que c'est un pouvoir d'ouverture? Est-ce que c'est un pouvoir de fermeture? La fermeture va ensemble avec une sorte d'exclusion, c'est-à-dire les gens au pouvoir pratiquent le pouvoir, exercent le pouvoir selon leur seule volonté et auront tendance à exclure évidemment tous ceux qui ne sont pas dans leur perspective politique. Et l'ouverture, au contraire, c'est un système où évidemment on laisse s'exprimer toutes les tendances, toutes les sensibilités politiques. Donc, à travers ce plan, nous avons essayé, n'est-ce pas, de garnir ce plan en fonction de systèmes politiques choisis et de l'attitude adoptée. Et ici, l'attitude d'ouverture adoptée, à la croisée des chemins avec la démocratie, nous donne ce type de système politique que nous avons appelé A pour le distinguer des autres. Eh bien, c'est un système qu'on peut qualifier donc de modèle idéal. Le modèle idéal avec une vision égalitariste ici. Donc, en fait, un système qu'on appelle de la social-démocratie. Et un but progressiste, là, c'est un système progressiste, c'est-à-dire toute l'activité politique a un but, le progrès social dans la social-démocratie. Voilà, nous avons aussi intégré les couleurs pour bien comprendre un peu ce système. C'est la couleur verte que nous avons choisie ici, comme vous le voyez, dans ce type idéal. La couleur verte, comme vous savez vous-même, hein, la couleur verte, c'est la couleur d'environnement. C'est le droit de passer
quand il y a l'ouverture, on laisse passer les gens. C'est l'ouverture par excellence. Et avec un tel système, il y a des gains. Il y a un ensemble de gains par rapport à un tel système. Il y a la concorde nationale qui est assurée. Il y a la liberté, les libertés individuelles qui sont assurées. Il y a la participation sociale qui est assurée. Il y a le plein jeu de la citoyenneté. Les gens se sentent membres à part entière de la structure ou des structures sociales dans lesquelles ils s'intègrent et donc se sentent très à l'aise à jouer leur pleine citoyenneté, être électeur ou la possibilité d'être élu. Voilà le jeu de la citoyenneté avec un but de lutte contre les inégalités sociales. Tout cela, ça rentre dans la citoyenneté. Il y a aussi la paix sociale, naturellement, dans un tel système, il y a la paix sociale. Il y a le progrès social, naturellement, il y a la justice sociale aussi, et il y a la cohésion sociale. C'est en fait, un consensus social. Beaucoup de théoriciens qui ont planché là-dessus savent très bien que la cohésion dans une société démocratique permet des avancées. Mais maintenant, dans le même système aussi, il y a des réductions. Il y a des réductions, c'est-à-dire, on peut dire, s'il y a des gains, il y a des pertes, certainement. Mais dans un tel système, eh bien, les privilèges indus sont réduits à leur plus simple expression, sinon même éradiqués. Le pouvoir excessif, lui aussi, est réduit à la plus simple expression, sinon éradiqué. La corruption institutionnalisée que l'on voit dans pas mal de systèmes également est réduite, sinon éradiquée. La justice arbitraire, le droit arbitraire qui emprisonne des personnes sur la base de leurs opinions politiques aussi est réduit, sinon éradiqué. La médiocrité dans la pratique de jeux politiques ou bien dans d'autres domaines aussi, dans la gestion des entreprises d'État également est réduit à sa plus simple expression, sinon aussi combattu, la médiocrité. Le favoritisme, le même sort, on ne favorise pas, on promeut la méritocratie et puis l'impunité également. Voilà à peu près dans ce type idéal de ce système, ce modèle idéal, on va focaliser sur l'idéal. Maintenant, on dirait que c'est un peu trop beau pour que ça soit comme ça tout le temps. Mais c'est ça aussi le travail des utopistes. Les utopistes au XVIIIe, au XIXe siècle ont été en pole position pour imaginer cette société idéale. Et cette société idéale, est-ce qu'elle est atteignable? N'est-elle pas atteignable? Mais sur le plan théorique, on peut la peindre de cette manière-là. Et qu'aujourd'hui, de toutes les façons, il y a des pays qui sont réellement des pays démocratiques et qui montrent que ça fonctionne. Donc voilà pour le cas du Congo-Brazzaville, c'est un idéal qui permettrait, n'est-ce pas, à notre pays, n'est-ce pas, de réduire un peu la portée de la crise multidimensionnelle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors, tout en diagonale, je vais aller tout en diagonale ici, à l'antipode de ce modèle idéal, suivez mon regard, il y a le système ou bien le modèle qu'on peut dire sans peur, disons-le, parce que quand nous faisons ces réflexions-là, nous nous engageons en tant qu'être pensant. Et nous pensons sur la base aussi des convictions que nous avons par rapport au système que nous connaissons, que nous pouvons dire aussi que nous connaissons, puisque nous l'avons vécu, nous le suivons, nous observons, nous sommes des observateurs de la vie sociopolitique au Congo. Et sur la base de ce que d'autres disent également, on peut sans peur dire que le système sociopolitique au Congo qui semble avoir une sorte de stabilité de façade, on peut le dire, parce que
beaucoup d'observateurs aussi ont mis en évidence la dimension de crise multidimensionnelle que le pays vit. Alors, si nous l'avons peint en rouge, à la différence du vert ici, c'est qu'il y a danger. Il y a danger, ce n'est pas une vue de l'esprit, mais de la vie de tous les Congolais, tous les observateurs savent très bien que ce petit pays est quand même marqué par une violence inouïe, une violence politique. Et je vais encore prendre à mon compte le professeur Théophile Obenga, qui dans ses interventions a bien souligné aussi. Le professeur Théophile Obenga a par le passé été ministre au temps du président Marien Ngouabi. Pendant la démocratie de 5 ans aussi, il était proche des instances politiques. C'est un grand professeur de renommée internationale et donc qui a une parole tout à fait légitime, n'est-ce pas, dans la description ou dans l'analyse des sociétés qui sont les nôtres. Et donc, nous avons tout à fait le droit de mettre ce type idéal en rouge parce que le régime politique congolais aujourd'hui est marqué par cette couleur rouge qui est donc le reflet d'un système politique où les gens meurent ou bien les gens sont assassinés pour des raisons, n'est-ce pas, politiques. Alors, dans ce modèle, à l'antipode de celui-ci, donc, nous avons pensé qu'il y a un risque par rapport à ce modèle. Il y a un grand risque par rapport à ce modèle et il y a aussi des conséquences. Les risques, ce serait la tyrannie renforcée, l'absolutisme grégaire, le nazisme aussi. Nous n'avons pas peur de mots parce que quand on voit la façon dont le régime agit et réagit, eh bien, quand on enlève les gens tout dernièrement, c'est le docteur Alexandre Ibaka Nzabana qui a été enlevé. Il n'y a pas une semaine de cela. Ça, c'est des méthodes qui relèvent, n'est-ce pas, de ce nazisme-là. Le conflit est permanent, naturellement. Vous voyez très bien que le conflit est permanent. La démocratie est arrivée au Congo-Brazzaville en 92. De 92 à 97, le président Pascal Lissouba, qui a été élu démocratiquement, a eu tout le mal du monde, n'est-ce pas, à gouverner, puisque la guerre a commencé dès 93, il était élu en 92, dès 93, la guerre avait commencé. Et c'est allé sans discontinuer, n'est-ce pas, à assombrir un espace politique où les gens pouvaient bien s'exprimer, mais ils n'ont pas pu le faire. Donc voilà, le conflit est permanent jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Monsieur Denis Sassou Nguesso est arrivé en 97, est resté 23 ans depuis qu'il est arrivé, et pourtant il a toutes les rênes du pouvoir. Mais pourquoi donc une personne qui n'a plus d'opposition? Il n'y a plus d'opposition puisqu'il n'y a plus de démocratie. Ce n'est plus au temps de Pascal Lissouba, on avait laissé un espace libre où les gens ont utilisé cet espace libre à mauvais escient. Mais là, monsieur Denis Sassou Nguesso est seul. Personne aujourd'hui ne s'est levé pour faire la guerre à M. Denis Sassou Nguesso. Mais comment se fait-il que, après 23 ans, on soit encore dans cette situation, n'est-ce pas, donc ça, nous le disons pour que les gens qui vont voter, de la quelque manière qu'ils vont voter, qu'ils essaient aussi de réfléchir, de faire appel à la conscience, quel que soit ce qui se passe, pour essayer de bien comprendre des choses que l'on ne comprend pas d'emblée. Alors, donc, voilà, quand il y a le conflit permanent, on a le repli identitaire, bien évidemment, le repli identitaire, tout le monde le sait, pendant les guerres, vous savez, l'appartenance ethnique devient quelque chose d'essentiel. Es-tu des nôtres, n'es-tu pas des nôtres, ainsi de suite. Il y a le militarisme, bien évidemment, puisque les forces de l'ordre, entre guillemets, sont les secteurs d'activité qui ont beaucoup plus de succès au Congo-Brazzaville. C'est l'entreprise qui embauche beaucoup plus que tout à fait autre chose. Le milicisme également, la place des milices aussi dans la configuration des institutions de répression dans l'État seul a le monopole. Et puis ben, l'explosion sociale est toujours apportée.
l'explosion sociale est toujours apportée. Et même là, autour des élections, si les militaires ont voté avant les autres, c'est bien parce que les gens qui sont au pouvoir sentent, ils le sentent, puisqu'ils sont sur le terrain, ils le sentent que la situation bouillonne et que ça peut exploser à tout moment. Et donc, il faut libérer la force publique pour parer à toutes les éventualités. Voyez. Donc voilà à peu près ici ces deux modèles que nous avons soulignés en vert et puis en rouge ici. Hein. Et puis, ben, ma foi, les deux autres modèles que nous avons mis ici, vous voyez que ici c'est l'ouverture, donc positif, mais il y a un peu de dictature ici aussi. Donc c'est à la croisée, n'est-ce pas? C'est à la croisée de l'ouverture et de la dictature ici, et que nous avons appelé, c'est un modèle dominant, parce que le principe de fond, c'est ceux qui sont au pouvoir dominent les autres, et a une vision absolutiste ici. La vision est carrément absolutiste. Donc c'est une dictature éclairée. Dictature éclairée, et puis on peut parler d'une manière ou d'une autre, on peut parler d'une sorte de progressisme. Et là, j'ai pris, j'ai cherché un peu un modèle typique par rapport à ça. J'ai pensé que la Libye du colonel Kadhafi pouvait être un peu dans ce modèle-là. Hein, c'est-à-dire malgré la dictature dont était affublé le régime, mais la Libye, c'était quand même parmi les pays qui avaient pensé vraiment le progrès. Le progrès, c'était difficile de voir des Libyens dans des situations de pauvreté, malgré la dictature. Et les chiffres existent bel et bien, les chartes existent bel et bien pour montrer que la Libye, au temps de Muammar Kadhafi, était un pays relativement mieux loti. Vous voyez un peu, ici on peut avoir les États-Unis, l'Union européenne, on voit la Libye aussi là par rapport à ces indices qu'on veut démontrer ici. Bon, maintenant, ici, certains ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais une fois de plus, c'est de la pensée, c'est de la réflexion, c'est la modélisation de la pensée. La démocratie ici, la fermeture ici, est-ce qu'il est logique que nous pensions le régime de 5 ans de Pascal Lissouba ici? Alors, je me suis risqué à le poser ici parce que, bien évidemment, Pascal Lissouba étant la personne, le seul président qui a été élu au Congo-Brazzaville démocratiquement, depuis là, il n'y a personne, avant lui, il n'y a personne, après lui, il n'y a personne. Bon, cette fermeture-là, bien évidemment, c'est la critique qu'on peut faire au régime. Ce serait quand même, c'est pas sérieux de mettre ici, là, ça n'est pas possible parce que il y a beaucoup de choses à critiquer sur le régime de Pascal Lissouba, malgré la démocratie, n'est-ce pas, dont le régime était, n'est-ce pas, l'expression. Ok? Alors, donc, le régime de Pascal Lissouba, modèle dominant, aussi certainement une vision hégémonique, la social-démocratie, d'accord, mais une sorte de conservatisme. On pourrait le dire comme ça. Une sorte de conservatisme, parce que ceux qui étaient arrivés au pouvoir pensaient certainement aussi à s'installer durablement au pouvoir. On a vu émerger des entités territorialisées dans le sens du Nibolek, par exemple, et tout le sens qui s'est accroché autour, n'est-ce pas, de cette expression, n'est-ce pas, du Niboland, les trois fameuses régions du Niari, de la Bouenza et de la Likoumou. Toute une rhétorique s'est construite autour de ça. Et aussi, on a vu les membres de ce régime aussi tenir aussi une rhétorique quand même assez dommageable. Entre autres, nous avons attendu longtemps ce pouvoir. Donc il y avait quand même des velléités, des velléités de fermeture du régime, qui a d'ailleurs, de toutes les façons, quand on regarde un peu à la loupe, un esprit critique, qui a poussé aussi le régime à sa perte, d'une manière ou d'une autre, tout en n'oubliant pas, bien sûr, l'activisme que ceux qui étaient au pouvoir, qui étaient partis par la démocratie, faisaient pour revenir au pouvoir.
Donc voilà à peu près ce petit tableau-là, ce petit plan-là, qui nous permet quand même, vous savez, c'est théorique, hein, c'est pas carré, c'est pas carré. Mais l'effort dans la réflexion, c'est aussi cette modélisation que l'on peut faire pour essayer de bien comprendre les choses. Donc, c'est à partir donc de ces types d'idéaux A, B, C et D. Bon, maintenant, ici, là, bah, si personnellement, je pense que le régime de M. Denis Sassou Nguesso se situe ici pour ce que je viens d'expliquer, eh ben, on aurait peut-être aimé que ça monte ici, ce modèle-là puisse monter ici, hein, parce que en fait, les moyens que le Congo a engrangés chaque fois que M. Denis Sassou Nguesso était au pouvoir, si ces moyens-là ont été parcimonieusement utilisés comme l'avait fait Kadhafi ici, eh ben, on pourrait le tolérer. On aurait pu le tolérer. Je vais peut-être passer à la deuxième diapo, là où j'essaie de systématiser cela. Voilà, je parlais de ça, je vais essayer de systématiser assez rapidement. Hein, alors, donc voilà, je pense que voilà, des trois modèles là, hein, on a le A, le B, le C et le D. J'ai essayé de regrouper le A, le B et le C ensemble. Voilà, dans ce carré-là. Dans ce carré, c'est-à-dire que c'est des systèmes, si le système idéal est une perspective, c'est un idéal à atteindre, eh bien, peut-être que un régime comme ceci, comme je le disais, que le régime de M. Denis Sassou Nguesso, au lieu de rester là, puisse monter au moins ici, ce serait acceptable. C'est-à-dire que les Congolais auraient un léger mieux-être ici. Hein, ça se comprendrait. Ou le C, donc, le moins de la dictature et le plus au moins de l'ouverture qui permet de faire des choses. OK? Alors, et puis, ici aussi, le plus et le moins, le plus de la démocratie et le moins de la fermeture ici. Vous voyez? Donc, ces trois types-là sont acceptables. Mais je mets tout simplement le quatrième type idéal ici, celui qui croise la fermeture et la dictature, comme étant un système évidemment tragique. La perspective restera tragique, même si les gens restent au pouvoir pendant très longtemps, mais il y a force à croire que l'instabilité sociopolitique restera toujours, puisque chaque fois que les gens parlent, on les met en prison, on bâillonne l'opposition, on jette les gens en prison. Il y a beaucoup de choses qui montrent que la vie politique ou bien l'espace politique est quand même très problématique au Congo aujourd'hui. Mieux vaut ne pas critiquer le système. Voyez? Donc voilà à peu près cette petite modélisation. On attendra évidemment que les gens réagissent par rapport à cette modélisation, mais on se sentirait bien dans ce type idéal B, on se sentirait bien dans ce type idéal C et on le serait davantage parce que au fond c'est un idéal qui est atteignable, on peut l'atteindre et on va voir dans la suite qui va venir un peu qu'est-ce qu'on peut retirer de ce modèle-là fondamentalement, qu'est-ce qu'on peut retirer de ce modèle-là et qu'est-ce qu'on peut risquer de ce modèle-là si on continue, n'est-ce pas, avec ce système-là. Voyez? Alors, donc, on va essayer. Donc, voilà. Alors, commençons donc par le modèle idéal que nous avons essayé de théoriser dans la diapositive qui vient avant. Le modèle idéal, donc la vision égalitariste. On peut se risquer à ça. On peut oser, pas se risquer, mais oser l'égalitarisme social-démocrate. Que gagne le pays à une vision idéale de son avenir et pour quelle avancée concrète? Alors, une fois de plus, nous prenons le temps de présenter ces réflexions-là que nous avons, comme je l'ai dit tantôt au niveau du collège études et perspectives, pour que les gens essaient de comprendre, que les gens fassent l'effort de comprendre à peu près les choses. Nous savons très bien que les systèmes politiques généralement n'aiment jamais que les gens comprennent, mais ceux qui prendront le temps de suivre cette vidéo-là et qui auront aussi l'amabilité de nous rejoindre dans la réflexion, quel que soit ce qui va se passer dimanche, quel que soit le rebelote de la dictature, ou bien aussi, d'autres aussi peuvent gagner, hein. Monsieur Kolela peut
peuvent gagner, ou bien aussi les populations aussi peuvent dire leur mot aussi. Mais nous aimerons continuer, n'est-ce pas, cette discussion. Alors, sur ce modèle, voilà comment nous avons essayé de le représenter. C'est-à-dire, ce serait une approche transitionnelle. L'approche serait transitionnelle, puisque nous avons vu au départ que c'était un idéal qu'on n'a jamais atteint en réalité, mais on peut rassembler toute la provision nécessaire, n'est-ce pas, pour tendre vers un tel système, parce que des systèmes comme ça existent bel et bien. Alors, qu'est-ce que nous avons dit ici? Les fondements du système, du modèle idéal pour le Congo, cas de d'évolution pacifique du pouvoir. Donc, comprenez tout simplement que dans ce type idéal, ce que nous voulons magnifier, c'est la paix, la paix véritable. C'est-à-dire que quand nous parlons de la paix véritable, il faut que toutes les personnes, n'est-ce pas, puissent donner du leur, hein, qui puissent donner du leur avec, en fait, comment je peux dire ça, avec toute l'honnêteté. Je sais bien que c'est utopique de parler d'honnêteté en politique, mais on peut pousser les gens à être honnêtes quand on a un système socio-juridique aussi qui est bien en place. Les institutions sont fortes, comme disait Obama, qui disait qu'on n'a pas besoin des hommes forts, mais on a besoin des institutions fortes, avec un peu plus de volonté de chacun des uns et des autres, qui essaie de magnifier, n'est-ce pas, plutôt l'intérêt de la nation. On peut bien atteindre, n'est-ce pas, cet idéal-là. Alors donc ici, on l'a dit, les valeurs centrales, pardon, sont la liberté, la citoyenneté, le progrès, l'équité, la cohésion, la dignité humaine, Et puis, par avance, on va revenir là-dessus, je voudrais aussi dire que dans un tel système où chacun essaie de donner du sien pour atteindre, au moins approcher ce système, eh bien, toute la dimension tragique, toute la dimension dramatique, toute la dimension conflictuelle qui malheureusement accable notre société, toutes ces dimensions seraient réduites à leur plus simple expression. C'est-à-dire que, au fond, les Congolais vivraient dans la paix véritable, se déplaceraient sur tout l'étendue du territoire, rendraient ceux qui dirigent, rendraient des comptes au moment de la fin, n'est-ce pas, de la mission qui leur a été accordée par le peuple. Vous voyez, c'est peut-être un mirage de voir des choses comme ça, mais osons voir les choses comme ça. Osons voir les choses comme ça. Alors, ici, donc, voilà, on peut faire dans la perspective de la réflexion, comment faire un diagnostic, comment, n'est-ce pas, enclencher un changement, puisque je l'ai dit tantôt, c'est un devenir, le changement et l'idéal, essayer d'approcher cet idéal. Et dans le diagnostic, évidemment, c'est tout un processus de réappropriation parce qu'on parle de l'existant, hein. On parle pas de la table rase. Il y a quand même un existant ici. Dans cet existant, quel est l'état de la société congolaise aujourd'hui? Comment fonctionnent les institutions aujourd'hui? Où en est-on avec le système de santé, le système social, les entreprises, les systèmes économiques? Toutes ces choses-là, c'est de regarder l'existant. Et dans cet existant, puisque la perspective est de la tendance vers une société idéale, alors il faut réapproprier un certain nombre de choses et redéployer de manière critique et de manière optimale aussi. Un redéploiement critique et optimale de ce qui existe. Et quand je parle de ça, il y a des choses quand même qui ont été construites au Congo-Brazzaville, d'une manière ou d'une autre. On voit des aéroports que nous critiquons dans une certaine mesure, mais qui ne laissent pas d'être des ouvrages d'art qui ont été mis en place, des ponts qui ont été, des routes qui ont été construites, des immeubles qui ont été construits. Mais c'est ça, ce redéploiement-là. C'est-à-dire qu'on peut formuler une critique par rapport à une route qui a été mal construite, parce que quand on voit aujourd'hui les inondations dans Brazzaville, eh bien, ce n'est pas seulement les intempéries ou bien la fureur de la nature, non, c'est aussi parce que ce qui a été construit a été mal construit, c'est-à-dire il a manqué de l'expertise, n'est-ce pas, dans ce qui a été construit, ce qui fait que les choses ont été construites sans tenir compte d'un schéma directeur d'une ville, par exemple, ce qui
fait que quand il pleut, eh ben, l'eau va s'agglutiner quelque part, ça crée donc il y a une responsabilité fondamentale par rapport à ça. Alors, donc, qu'est-ce qui a été bien fait et qu'est-ce qui a été mal fait et pourquoi? Voilà, on est dans la perspective de ce diagnostic-là qu'il faudra faire. Une fois de plus, tout ça ne peut être possible que dans une société qui accepte évidemment de tendre un peu vers cet idéal-là. C'est-à-dire que les gens n'ont pas peur de la critique, les gens sont ouverts et les gens ont pris conscience, n'est-ce pas, en hument ces effluves, les effluves de la conscience pacifique, comme je l'ai dit tantôt. Il y a des belles senteurs qui viennent là, la conscience pacifique, où tous les Congolais aimeraient participer, n'est-ce pas, à cet ouvrage. Et puis, ben, le changement viendra du fait de la prospective. La prospective, les études prospectives, c'est évidemment, on voit ce qui s'est passé hier, on voit ce qui se passe aujourd'hui là, et puis dans les décisions qu'on prend aujourd'hui pour aller vers un meilleur avenir, eh ben, c'est ça, les études de la prospective. Demain, comment ça va être demain, vous voyez? Et puis, ben, dans cette approche de la prospective, évidemment, mais naturellement, il faut mettre en place des centres d'études, des commissions d'études qui vont regarder pour répondre un peu à cette question ici. Qu'est-ce qui a été bien fait et qu'est-ce qui a été mal fait et pourquoi ça a été mal fait? Donc, ces commissions, ces groupes de travail à qui on peut donner naturellement les moyens de leur action ici, eh bien, ces groupes de travail se mettent au travail dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines pour voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché et pourquoi ça n'a pas marché. Et une fois que les gens auront fait ces études-là, de la façon la plus sérieuse qui soit, bien évidemment, parce que une fois qu'on a pris la décision d'aller vers cet idéal, alors il n'y a plus de passe-droit. Il faut prendre des gens qui sont capables de faire un travail et de rendre ce travail-là un travail contextualisé, vous voyez, un travail pertinent. Et c'est là où on est ici. On fait des recommandations que sur la base des recherches que nous avons eu à faire ici, eh bien, voilà nos recommandations, c'est cela. Et une fois qu'on a fait des recommandations là, mais ces recommandations là n'iront pas mourir dans les tiroirs, mais non, il faudra mettre en place ou bien nommer un défenseur de quelque nom qu'on pourrait l'appeler, hein, un ombudsman ou bien un défenseur du citoyen, on pourra trouver d'autres expressions, des personnes investies de pouvoir pour suivre les recommandations, que toutes les recommandations qui étaient faites soient mises en pratique avec les moyens qui vont avec. Voilà. Donc, c'est ça ici, dans cette perspective, comment bien comprendre pour mieux corriger et projeter. Et puis, ben, cet idéal, ma foi, si ce travail-là est fait, une fois de plus, c'est théorique ici, mais ceux qui disent souvent que, ben oui, c'est la théorie, mais la théorie, c'est en pesant d'or. La théorie éclaire la pratique, comme la pratique renvoie à la théorie les éléments du terrain, de cette pratique-là. Vous voyez? Donc, il y a quand même deux dimensions entre la théorie, les gens qui réfléchissent, qui perçoivent, qui mettent en articulation des variables, n'est-ce pas, qui font des analyses, parce que tout a du sens. Tout a du sens. Rien n'existe dans le vacuum. Tout a du sens et tout s'étudie, tout s'analyse pour dresser, n'est-ce pas, une perspective. Et nous serons donc ici, ici à la prospective, et la perspective de cet idéal-là, c'est une société de progrès, tout simplement, ni plus ni moins, une société démocratique. Vous voyez? Et puis, bon, je vais essayer de mettre ça ici pour regarder ce que j'ai mis là. Alors, asseoir une vision du bien-être du Congolais et comment? Voilà, on pose toujours comment asseoir cette vision du bien-être. Beaucoup ne parlent pas du bien-être, mais bien sûr, le bien-être, ce serait la chose la plus essentielle, atteindre cet idéal du bien-être. C'est là où les Congolais se sentent à l'aise. Les Congolais se sentent à l'aise parce qu'ils vivent dans un pays qui est un pays formidable. C'est qui vivent dans un pays qui est un pays béni des dieux, on peut le dire de cette manière-là. Voilà cette fin. À cette fin, donc on voit une perspective. Une fois de plus, je reviens sur l'idée de fond en présentant un peu ce premier modèle-là, c'est qu'il y a un volontarisme. Il y a naturellement un volontarisme de enfin on peut pas dire tout le monde, mais la majorité de Congolais, à travers cette approche de
l'effluve de la conscience pacifique en opposition, n'est-ce pas, aux ronces de l'inconscience, comme je l'ai mentionné au départ. Les ronces, ce sont les épines de l'inconscience, évidemment, qui permettent de mettre en pratique une politique rude, une politique autocratique, une politique difficile, comme on va le voir dans l'autre type idéal que je vais mentionner tantôt. Alors, on va donc avancer sur l'autre diapo. Alors, cette diapo, je remets ça ici pour avoir une vision assez claire sur ce que j'ai proposé. Alors, sur cette diapo, alors, comment éradiquer? Je reviens encore sur la situation du Congo, au Brazzaville, où tout le monde sait, que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau international, tout le monde sait qu'il y a un élément violent dans l'expérience politique au Congo-Brazzaville. Il y a un élément violent qui est là. Parce que un pays qui fonctionne normalement, eh ben, ne peut pas avoir des gens en exil, ne peut pas avoir des gens qui sont en prison en dehors, n'est-ce pas, qui sont en prison pour leurs opinions politiques, et ainsi de suite. Il n'y a pas ça dans un pays sans violence, parce que la violence aussi est multidimensionnelle, hein? La violence sociale, la violence économique et tout ce que l'on connaît. Alors, donc, j'ai essayé de présenter, comme vous le voyez ici aussi, là, sur mon PowerPoint ici. Je vous ai dit tantôt que, évidemment, l'idée de fond, c'était qu'on réfléchisse un peu ensemble. Donc, on revient sur ce modèle, notre modèle, les fondements du modèle idéal, toujours. Hein, on reste un peu dans cette utopie. On peut se le permettre. Voilà. Cas donc, de cette dévolution pacifique du pouvoir. La dévolution du pouvoir, c'est en fait le passage d'un pouvoir d'une main à une autre. Voilà la dévolution du pouvoir. Voilà. Et qui peut être violente et comme il peut être pacifique. Et nous essayons de réfléchir ensemble un peu sur la dévolution pacifique. La paix, c'est peut-être, pour ceux qui sont au pouvoir, cette dévolution peut créer des problèmes à leur niveau, mais à long terme, on verra, je l'ai mentionné un peu plus loin, on verra qu'à très long terme, on engrange des gains par rapport à une telle approche. Alors, j'ai repris un peu ici, comme vous avez vu, je reviens ici, c'est tout ça que j'ai repris tout simplement, hein, dans cet idéal-là, puisque c'est ça qui nous semble le plus important. La finalité, c'est cet idéal. Donc, j'ai fait une capture d'écran d'ici et je l'ai placé. Je l'ai placé donc ici, voilà. Bon, maintenant, on voit très bien, cet idéal est là, la perspective, c'est une société de progrès, une société démocratique, évidemment, avec tout ce qu'on a vu de l'autre côté, asseoir cette vision du bien-être, et ainsi de suite. Alors, donc, pour asseoir cette vision du bien-être en question, du bien-être complet, dans une perspective idéale, il faut quand même un ensemble de critères, un critérium. C'est-à-dire un ensemble de critères. Ça vient pas comme ça. Vous voyez très bien que le système, si je reviens encore sur, puisque c'est du Congo, quand nous mettons un peu ces idées en perspective, nous avons au cœur la situation du Congo-Brazzaville. Mais ça se fait pas facilement. Ça se fait pas facilement parce que même les gens qui sont au pouvoir, qui m'écoutent, peuvent être en train de rigoler, certainement. Ils sont en train de rigoler, mais il rêve ce monsieur-là. Quelle conception du pouvoir il a? Mais bien sûr qu'on peut pas avoir une même conception du pouvoir parce que vous êtes dans le pouvoir, vous êtes englué dans le pouvoir avec tous les attributs que le pouvoir vous confère et donc aussi vous vous conférez aussi une sorte d'invincibilité. Vous sentez cette invincibilité du pouvoir, vous sentez ce pouvoir au fond. Vous pensez, vous sentez le pouvoir sur les autres. Donc certainement que vous pouvez comprendre que bien sûr que ce n'est que de la théorie. Ce n'est que de la théorie. Mais nous ne nous empêchons pas d'essayer de la formuler de là où nous sommes. En tout cas. Donc je disais que ça se fait pas en claquant les doigts, mais il faut un certain nombre de critères quand même pour essayer d'approcher. Alors, le critère le plus essentiel, c'est la paix, bien évidemment. La paix véritable, je l'ai mentionné tantôt, mais je reviens là-dessus. Fondée sur un système institutionnel solide et surtout équitable et démocratique. Une fois de plus, si on décide d'aller dans ce sens-là, il faut vraiment
s'ouvrir sur tous les plans. S'ouvrir sur le plan de la pensée, de l'esprit. Hein? Quand un esprit est ouvert, n'est pas fermé, eh ben c'est pas rétif à la critique, mais ça accepte la critique. Ça prend la critique comme un élément fondamental pour avancer. Vous voyez? Alors, également la cohésion sociopolitique, fondée sur un système politique très léger en termes de partis, mais éminemment équitable aussi et démocratique. Vous voyez, tout est beau, hein? C'est comme si tout était beau là, ce serait facile de faire, mais évidemment, comme je l'ai dit tantôt, pour ceux qui sont au pouvoir, ils renverraient certainement ça d'un revers de la main. Mais c'est pas bien grave, parce que, voilà, ils sont, disons, comment je peux dire, ils sont socialisés à un mode de gouvernance, comme je l'ai dit tantôt. Alors, un troisième critère serait la condition du progrès. La condition du progrès comme résultat d'un développement planifié de façon optimale. Mais bien sûr, c'est-à-dire que quand tout est bon à la tête, le reste, ça suit également. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, le progrès, évidemment, ça fait l'objet d'un consensus. Ça fait l'objet d'un consensus avec toute la classe politique. Et quand nous avons dit ici un peu, pour revenir un peu sur la cohésion politique, il y a quand même quelque chose à dire là-dessus, sur la cohésion politique ici. Ça veut dire que quand j'ai dit un système politique léger, ben oui, oui, on peut faire comme les États-Unis, là, il y a que fondamentalement deux partis seulement, hein, le Parti républicain, le Parti démocrate. Voyez, en France aussi, il y a un certain nombre de partis qui sont reconnus, des grands partis. On laisse un espace de liberté aux indépendants. C'est-à-dire que c'est éliminer quelque chose qui ne sert absolument à rien. Hein, de multiplier les partis, avoir 100 partis, plus de 100 partis, il n'y a aucun sens pour la situation du Congo-Brazzaville. Au moins, on aurait peut-être trois grands partis qui vont être l'expression d'une idéologie politique de gauche, c'est-à-dire de gauche, et puis une idéologie politique de droite aussi, et une idéologie politique de centre. Voilà. On peut se limiter tout simplement à ces trois partis. Ça permettra de réduire un peu la portée, n'est-ce pas, des clivages politiques qui peuvent parfois nous mener jusqu'à des situations très, 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 très difficiles. Voilà, pour revenir un peu là-dessus. Non, évidemment, donc le progrès serait, au fond, quand il y a cette... bon, il y a d'autres qui ont proposé aussi hein, des systèmes tournants aussi. Hein, ça aussi, on peut y penser. Pourquoi pas? C'est possible. Mais le seul but étant simplement d'arriver à un système léger, compréhensible et qui annihile complètement les possibilités de clivage politique qui peuvent nous ramener, n'est-ce pas, à des situations très, très, très difficiles de la gestion de l'affaire politique. Donc ici, là, évidemment, le progrès permettrait évidemment de partager même les projets de société que l'on fait. C'est-à-dire que à ce moment-là, puisqu'on a un consensus, on s'est proposé de construire un barrage hydroélectrique à tel endroit, eh bien, celui qui commence, si demain il n'est plus en place, celui qui vient pourra continuer puisqu'il y a un consensus par rapport aux priorités, par rapport à ce qu'il faut faire. Tel projet a été commencé, l'autre peut terminer. Voilà, nous sommes toujours dans cette utopie-là. Nous sommes toujours dans cette utopie, dans cet idéal. Peut-être qu'on ne peut pas atteindre, mais on peut prétendre vers un tel idéal. Voyez? Alors, on va continuer. Je vais prendre mon temps. Je vous ai dit qu'on allait partager un peu la pensée. Donc, soyez rassurés que on va, ça prendra le temps que ça prendra. Alors, pour réussir le développement pacifique du pouvoir, oui, pour réussir la dévolution, je voulais dire, hein, pour réussir la dévolution pacifique du pouvoir pour une renaissance. Vous savez combien le mot de renaissance est très cher au CRC et à notre CEP. Hein. Je pense que c'est même le concept de fond, hein, de base qui a permis la mise en place du CRC, c'est-à-dire il faut que ça renaisse, il faut que le Congo renaisse parce que le système est trop corrompu sur
tous les plans. Hein. Donc, la renaissance est un impératif. Il faut aussi des critères incontournables. Et si c'est quoi? Le plus essentiel étant l'alternance politique résultant de la fin d'une dictature. L'alternance, pas seulement de la fin d'une dictature, mais c'est l'alternance politique qui devait être instaurée et installée comme un principe cardinal. Il faut veiller à l'alternance politique sur la base des critères que tous les Congolais auront arrêtés, sans autre forme de procès. Une fois de plus, nous disons des choses que certains peuvent nous critiquer, mais c'est pas possible de faire comme ça. Mais nous le disons parce que le modèle, c'est un modèle idéal. Et ce modèle idéal, nous avons fort à parier que si un tel modèle se met en place, tous les Congolais, sans exception, en tireront un tribut nécessaire. Les anciens chefs d'État n'auront pas à avoir peur de quitter le pouvoir pour telle ou telle raison. Hein, vous voyez, ils resteront au pays, un peu comme dans certains pays africains où on voit jusqu'à 4 chefs d'État ensemble en train de regarder un match de football, s'appeler les uns et les autres. Écoute, j'ai tel problème, est-ce que quel conseil? Voilà, les anciens chefs d'État pourraient avoir un statut consultatifs qui interviendront dans certaines instances, n'est-ce pas, dans le fonctionnement des institutions de la République. Donc voilà cet idéal-là. Nous rêvons à cet idéal-là qui est tout à fait possible et qui peut régler pas mal de problèmes. Pas mal de problèmes. Vous voyez, on penserait au progrès plutôt qu'à d'autres choses qui peuvent être des choses fâcheuses. Alors, il y a la coopération des dignitaires de l'ancien régime. Voilà. Bon, là aussi, puisqu'on a parlé de la transition, l'approche transitionnelle, donc le bas blessera parce que, comme je l'ai dit, je le redis encore parce que j'ai mon temps pour ça, les gens au pouvoir ne l'entendront pas certainement de cette oreille. Ça n'est pas possible. Pour eux, certainement, je n'en sais rien, ce que nous racontons, c'est des fariboles. C'est des fariboles, certainement. Mais si on veut cette ouverture, il faudra nécessairement la coopération des dignitaires de l'ancien régime dictatorial. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, il faut coopérer. Il faut coopérer. Parce que le système qui se met en place avec la mise en branle du droit positif en tant que tel, aussi. Mais ceux qui fauteront iront en prison, nécessairement. Les audits seront fréquents parce que toutes les personnes qui ont été à un poste de responsabilité auront à rendre des comptes. Même s'ils ont bien fait, il faudrait qu'ils rendent compte par rapport au travail qu'ils ont fait. Ça sera aussi un principe de base. Bon, maintenant, ici, puisque nous voulons tendre vers ce système-là, c'est-à-dire que comment en ce moment, avec tout ce que l'on entend, par exemple, le siphonnage des biens publics, là encore, c'est un morceau, un gros morceau, parce que les Congolais aujourd'hui, de toute façon, dans ce qu'ils ont vécu, eh bien, ils achèteront la paix. Ils achèteront la paix. C'est-à-dire que même des gens qui ont beaucoup de choses à se reprocher, eh bien, on les laissera certainement pas aussi tranquilles, aller s'asseoir tranquillement. Ils auront des comptes à rendre. Ils auront des comptes à rendre. Mais comme on va le voir un peu plus tard, il y aura à peser les choses. Parce que, je prends un petit exemple. Et écoutez, si, évidemment, des gens qui ont dirigé le pouvoir hier, ne coopèrent pas, mais les conséquences peuvent être très graves, très graves. Les conséquences peuvent être très graves jusqu'à une génération. Mais alors que si on accepte de coopérer, on peut couper comme un couperet un certain nombre de choses qu'on pouvait suivre de génération en génération. Vous voyez? Donc ça, c'est quand même des choses aussi sur lesquelles il faudra réfléchir. Moi, j'ai été président de la République hier. Je mérite la prison, par exemple, parce que j'ai posé. Je peux aller en prison aussi. Mais au Brésil, on a bien vu comment est-ce que Lula, da Silva, Lula est allé en prison. Mais il est ressorti. Il sera peut-être le futur président de la République du Brésil. Hein? Mais il est parti en prison. Il a gouverné le pays, il est allé en prison. Et il est sorti. Certainement blanchi, je n'en sais rien. Mais là, s'il se présente à l'élection, il sera gagnant.
Mais alors que s'il n'était pas parti, s'il avait résisté un peu à cette velléité de changement-là, ben, il y avait beaucoup de conséquences. Ou il crevait en prison, ou il pouvait être tué aussi dans des pays des pays hyper dictatoriaux. Vous voyez, il y a des cas, des situations où évidemment des dictateurs, des gens par le passé ont perdu la vie. Est-ce que c'est mieux de perdre la vie ou bien c'est mieux d'aller en prison et de sortir et recommencer? Ou bien est-ce que c'est mieux d'être pourchassé partout dans le monde plutôt que de prendre au moins une partie de ce qu'on a caché ailleurs et remettre tranquillement au pays, de montrer cette bonne volonté? En Angola aussi, le président angolais, par rapport à l'ancien régime, il y a des accords qui sont conclus là-bas. Il y a des anciens dignitaires qui ont accepté cette perspective-là, remettre l'argent qu'ils ont volé, et puis avoir quand même la liberté et ne pas aller en prison, ou que sais-je encore. Donc tout ça, c'est des possibilités quand même où les gens doivent quand même savoir peser. Est-ce que le fait d'être au pouvoir, de sentir le pouvoir dans tous les orifices de votre corps, de le sentir comme un demi-dieu si c'est un dieu, et rester fermé dans une approche, ne pas faire l'effort de l'ouverture, est-ce que c'est ça la meilleure perspective? On laisse chacun, en tout cas nous ici, on essaie de donner ces idées tout simplement, des idées qui sont utopiques, comme on l'a dit. Vous voyez? Et puis bon, ici, là, vous voyez que le droit positif, équitable et humaniste, voilà, j'ai expliqué à peu près ça. Il y a toute une réflexion là, hein, parce que des gens qui ont été coupables des choses très difficiles dont ils sont conscients de l'avoir commise, ils savent très bien que, ben écoutez, s'ils n'ont plus le pouvoir, on va leur demander les comptes. Ça, c'est tout à fait naturel. Ce n'est pas l'affaire d'une personne qui va se mettre à ce qu'on appelle souvent la chasse aux sorcières. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais ne pas demander des comptes aussi, c'est très mauvais. C'est pas réglé, c'est pas aller vers cette société idéale. Hein? Toute personne à qui on a donné la charge de quelque chose doit rendre compte. Voyez? Alors, donc, ben, comme c'est de l'utopie, ben, ceux qui sont au pouvoir, vous n'avez pas à vous en faire. Hein? Si vous restez, n'est-ce pas, droit dans vos bottes, dans la perspective qui est la vôtre, on va y revenir un peu sur le modèle qui vous concerne le plus. Alors, maintenant, voilà, je reviens encore ici, là, pour cette diapo, toujours, hein, l'idéal d'une dévolution pacifique du pouvoir, j'allais dire du pouvoir, et les gains en termes de progrès territorial. Alors, là, je vais prendre cet exemple un peu pour illustrer ce que j'ai dit tantôt, hein, ce que j'ai dit tantôt. Bon, je prendrai donc, je vais directement dans la ville de M. Denis Sassou Nguesso, la ville d'Oyo, là. La ville d'Oyo comme vitrine d'un progrès territorial acté et modélisant. Donc, vous voyez, une fois de plus, dans ce modèle, idéal, dans cette perspective d'ouverture qu'on aimerait, dans cette perspective d'ouverture démocratique que l'on aimerait, que l'on appelle avec de toutes nos forces, mais ce serait prendre l'exemple d'Oyo comme étant un modèle, de magnifier la façon dont on a construit une ville selon, n'est-ce pas, des critères de construction je crois qu'il y a un plan directeur hein, dans cette ville d'Oyo. Donc je suis allé faire cette mosaïque-là, cette mosaïque pour montrer combien est-ce que Oyo c'est, voilà, vous voyez les photographies, quelques morceaux choisis que j'ai pu rassembler, on voit que c'est très, très, très beau. Hein? Vous voyez, je n'introduis pas du tout de comment ça a été construit, où est-ce qu'on a eu l'argent pour construire, comment on l'a fait et tout cela. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on a créé quelque chose, on a fait quelque chose qui, visiblement, fait plaisir de voir. Vous voyez? Et que dans cette projection, si évidemment on peut faire ça aussi dans d'autres villes aussi, je pense que sur le plan de l'aménagement du territoire, le Congo serait dans les 10, 20, 30, 40 ans à venir,
un très 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 beau pays où on sentirait vraiment que, ben oui, l'argent du pétrole a servi à quelque chose, un peu dans le modèle de cette dictature éclairée, n'est-ce pas, de M. Muammar Kadhafi. Et là, comme je l'ai dit, quand on était sur cette diapositive, si M. Denis Sassou Nguesso pouvait monter au moins en haut pour avoir cette dictature éclairée, partir cet idéal type marqué en rouge. Quand je marque en rouge, on sait très bien que beaucoup de gens sont morts. C'est la couleur du sang. C'est la couleur du sang. On ne peut pas aujourd'hui faire une analyse de la situation du Congo sans se référer au sang. Vous voyez? Et on voit très bien aussi que, bon, les armes qui ont été rachetées, hein, on nous le dit aussi. Bon, ben écoute, les armes, c'est pas pour aller tuer des gazelles, hein. Les armes qu'on achète, on vise des Congolais, on vise des Congolais. Et quand on les a visés, comme de par le passé, le sang a toujours coulé, vous voyez. Donc voilà à peu près, si on pouvait au moins être dictateur et faire ceci pour tout le Congo, ça se comprendrait certainement. Voyez? Donc c'est pourquoi cet exemple-là est formidable, est formidable. Et je voudrais même aller plus loin en disant, bah, écoutez, bon, si Monsieur Denis Sassou Nguesso est très content de cet ouvrage-là, et aussi on voit très bien aussi le culte des morts dont il a réservé une place fondamentale dans sa personnalité et dans son existence en tant que tel, c'est-à-dire que là où il a enterré, n'est-ce pas, sa famille. Ça, c'est un rituel, évidemment, qui est très important dans notre culture. Bon, maintenant, est-ce que M. Sassou a vraiment la certitude, là j'empiète un peu sur ce qui va arriver un peu plus au devant, là-bas, la certitude de garder ceci même après sa présence? C'est ça aussi. Hein, je vais mettre ça un peu de côté puisque je vais revenir là-dessus, mais restez un peu dans l'idéal, hein, n'anticipons pas, restons dans la beauté du geste qu'on peut poser pour la nation, ce qui est beau. Retenons tout simplement que, ben, évidemment, la façon dont Oyo est, si on pouvait rajouter quelque chose un peu beaucoup plus globalement, eh bien, moi, Oyo étant un centre d'affaires, un centre d'économie, les gens pourraient partir de Mfondo, pourraient partir de Sibiti, de Mionzi, il y a des aéroports qui ont été construits là-bas, venir à Oyo, faire des affaires et repartir. Voilà comment penser la dynamique. Mais pour arriver à cette dynamique, à cette belle dynamique, n'est-ce pas, des relations à l'intérieur du pays et qui font, n'est-ce pas, dynamiser l'économie, c'est pas tout de le dire, c'est pas tout de pousser par la force, c'est d'abord aussi de régler ce problème, la concorde nationale, que les gens se lèvent pour aller se faire soigner à l'hôpital et dites Lucie Bongo, on dit aussi. Donc voilà, il y a des choses comme ça là, il faut réfléchir à des choses comme ça. Hein, c'est-à-dire que, ben, est-ce que ça restera toujours comme ça, d'années, après des dizaines d'années, après des centaines d'années, si je n'ai pas réglé quand même un passif quelque part, vous voyez? Donc voilà, j'ai pris un peu cette mosaïque-là pour essayer de montrer que si on veut bâtir, on peut bâtir. Mais si on veut bâtir pour que ça reste longtemps, alors il faut faire quelque chose de nouveau. Alors, donc voilà, cette dernière, en fait, qu'est-ce qu'on peut tirer de là? Bon, oui, c'est donc la capitalisation des acquis du progrès sous le prisme d'une dévolution pacifique du pouvoir, voilà, qui est l'anti-jurisprudence de Guadolité. Alors voilà, j'ai parlé de la jurisprudence Guadolité parce que juste en face, si j'ai pris cet exemple-là, pour attirer un peu la conscience, évidemment, attirer la conscience ou bien la rance de l'inconscience vers les fleuves de la conscience
pacifique, eh ben, c'est pour dire que au temps de Mobutu, par exemple, aussi, Guadolité, on connaît ce qu'était Guadolité. Guadolité, c'était magnifique, c'était une ville magnifique. Mais maintenant, on voit très bien que la nature a repris ses droits sur Guadolité, hein, sur Guadolité. Bon, maintenant, donc comment penser le progrès cumulatif et non réductif? Là aussi, j'ai pensé cette idée-là. Comment penser le progrès cumulatif et non réductif? Autrement dit, préserver et non faire détruire ou laisser à l'abandon. Voilà. Bon, c'est vrai que bon, Oyo n'aura pas le même sort, certainement. C'est une grande ville maintenant, mais Guadeloupe, quelle était. Mais c'est l'idée d'abord, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est quand même de la personne dont il est question. Après la mort de Mobutu, on a bien vu ce qui s'est dit, ce qui s'est fait. Donc, Monsieur Denis Sassou Nguesso ne peut pas penser non plus que après lui, les choses resteront comme il voulait que ça reste. Mais ça peut rester comme il voulait que ça reste, mais à condition de faire quelque chose, de faire un geste. De faire un geste. Mais un geste qui ne va pas plonger dans le rouge, mais un geste qui va tendre vers le vert. Voilà, comme je l'ai dit tantôt. Voyez? Donc, il y a aussi la doctrine de la dévolution pacifique du pouvoir en contexte de tensions politiques exacerbées nécessite un courage d'abdication presque inimaginable, mais pas impossible au Congo. C'est la même idée que j'ai dit. C'est-à-dire des gens qui sont au pouvoir, quand ils nous écoutent dire des choses comme ça, ils en rigoleraient. Ils en rigoleraient certainement. Mais qu'ils le prennent de cette manière-là, c'est pas grave. Mais nous avons simplement la liberté de dire ces choses-là, hein, comme nous le pensons, comme nous essayons de les mettre en perspective. Donc, les gains qui, dans l'immédiat, se traduisent par des pertes concrètes insupportables se réalisent, dans le fond, sur le long terme. C'est-à-dire que, écoutez, prenez un peu les gens qui sont au pouvoir là aujourd'hui, que leur dire, écoutez, changez de perspective, changez d'approche, mais voilà, c'est pas possible, ce serait insupportable, mais c'en est bien, c'est à moi en tant que tel. Mais avec le temps, puisque si la situation se stabilise dans le sens, parce que tout ce que l'on fait, il faut que ça soit vrai, ça soit que dans la bonne approche. Mais après des années, ben, ceux qui étaient au pouvoir, qui ont fait un monde honorable, qu'on a vu que ben voilà, ceci a été fait, ceci a été remis, ben on vous a laissé ça pour prospérer avec ça dans le pays et construire des entreprises avec une moitié, par exemple, de... Voilà, ça c'est des choses qui sont faisables. Et quand on en arrive là, l'argent n'est plus planqué dans les banques à l'étranger, mais l'argent travaille dans le pays. Et puis on verrait ces fameux jeunes-là qui n'ont pas du boulot, trouver du travail et ainsi de suite. Voilà un peu notre utopie. Hein, voilà, notre utopie, ce serait de dire des choses comme ça. Donc, donc, la jurisprudence Oyo, dans un cadre de pacification, pourrait essaimer sur toute l'étendue du territoire national dans les projets pilotes d'aménagement du territoire. Voilà. Notre utopie se prolonge aussi jusqu'à cette idée-là que Oyo serait désormais comme une sorte de jurisprudence parce qu'on se sera engagé aussi de penser aussi Evo un peu comme Oyo, de penser Wesso un peu comme Oyo, de penser Enyele dans la Likwala là-bas un peu comme Oyo, de penser Muyandi, Kakamweka et tout cela aussi un peu comme ça, à long terme. Vraiment, hein, mais on rentrerait dans un processus vraiment de recherche de ce progrès social en investissant, n'est-ce pas, tout le potentiel économique que nous avons au Congo-Brazzaville, qui est largement suffisant. Vous savez très bien que si c'était utilisé de façon parcimonieuse, on serait arrivé à des résultats vraiment formidables et que la portée des jeunes qui sont dans les difficultés, ben, cette portée serait réduite à sa plus simple expression, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les jeunes sont dans le désemploi. Les jeunes sont dans le désemploi. Tous les secteurs de la vie économique ne fonctionnent pas. Ça, on le sait. Le système vient de demander un prêt obligataire, comme on l'entend à la... Mais attendez, vous êtes déjà très endetté, vous demandez un prêt obligataire. Bon,
je sais pas, c'est s'endetter davantage. Le cours du pétrole est très bas et même s'il monte, ça ne pourra pas vous dégager, n'est-ce pas, des fonds nécessaires pour avoir ces 5 ans à venir encore, faire une politique qui tienne. Donc, ça sera une reculade. Donc, à un certain moment, les élections, c'est dans 2 jours. Ben, écoutez, voilà, ben, allez-y, et puis, ben, faites ce que vous avez à faire. Bon, mais nous, ne nous empêchons pas de dire des choses telles que nous les disons. Alors, ben, j'ai dit que je prendrais mon temps. Et ça fait 1h14 qu'on est là. Bon, je vais continuer. Bon, maintenant le modèle tragique. Bon, là c'était le modèle idéal, c'était la critique était assez réduite quand même, hein, puisque c'est le vert, c'est voilà, on cherche des meilleurs sentiments, des bons sentiments. Est-ce que on peut avoir le courage d'aller vers ça, même si c'est très difficile? Est-ce qu'on peut avoir le courage d'aller vers ça, hein? Est-ce qu'on peut réduire un peu la portée de la grogne sociale? Est-ce qu'on peut réduire la portée de la grogne sociale? Mais il faut faire quelque chose, parce qu'il y a 2 attitudes. Ou on a le courage de s'arrêter net et de changer d'orientation, ou ben, on a cette attitude jusqu'au boutiste d'aller droit comme on veut. Alors, donc, voilà ce modèle que nous avons appelé modèle tragique, vision tyrannique des dictateurs, dictature tribale, oui, mais parce que c'est bien tribal, et la vision aussi est conservatrice. Hein. Que risquons-nous pour quelles conséquences? Voilà, qu'est-ce qu'on risque quand même à être, n'est-ce pas, à s'entêter à aller dans cette direction-là? Alors, pour essayer de systématiser ça, voilà, j'ai mis ce schéma-là. Les éléments du modèle tyrannique pour le Congo, c'est le maintien de la dictature et le risque intercurrent de dévolution conflictuelle du pouvoir. Je dis bien le risque intercurrent, c'est-à-dire qu'un risque qui peut, malgré la direction qu'on veut garder, rester dans la dictature pure et dure, mais il peut arriver un risque intercurrent qui apparaît dans le processus, qui peut apparaître à un moment ou à un autre, même de l'intérieur ou de l'extérieur, ça peut apparaître. Ça, c'est le risque intercurrent d'une dévolution conflictuelle ou violente du pouvoir. Ça peut arriver aussi. En 1997, on a vu ce risque intercurrent aussi. Pascal Lissouba pensait déjà à son 2e mandat. Il le disait, que le premier mandat, c'était comme ça, mais le 2e mandat, voilà ce que je vais faire. Ça, il avait bien dit. Certains qui sont au pouvoir se souviendront qu'il leur a dit, mais regardez, le ciel est bleu. Bon, pour le 2e mandat, je serai moi-même, ainsi de suite. Voilà. Mais de façon intercurrente, paf, il y a eu la guerre de 5 juin. Et puis, ben voilà, le fameux 2e mandat, le Lissouba, n'est jamais arrivé. Donc, le système de M. Sassou Nguesso aujourd'hui n'est pas à l'abri aussi d'une interruption, n'est-ce pas, dans le processus de maintien de la dictature, un peu comme on les voit s'affairer un peu à maintenir un peu le rythme dans cette campagne qui se passe, que nous voyons devant nos yeux. Alors, donc là, les concepts ici, là, bien évidemment, qui maintiennent, c'est le militarisme, l'ethnicisme, la démocrature, donc c'est-à-dire cette dictature qui s'habille en peau de démocratie, le conflit, il est toujours là, l'exclusion, bien sûr, il y en a qui sont exclus à partir du moment où il y a des gens qui sont exclus du jeu politique par tel ou tel moyen, tous les moyens qu'on utilise pour les exclure, d'autres sont en prison, certains sont en prison, d'autres sont embastillés et ainsi de suite. Voilà, donc l'exclusion, ce n'est pas une chimère, mais c'est un élément réel de la gouvernance actuelle. Le clientélisme également, le clientélisme, ça se voit maintenant avec la corruption. On cherche des clients pour aller voter. Là, on reçoit tous les jours un point sur la façon dont on vend les cartes, on passe de quartier en quartier dans toutes les régions, dans tous les districts. Les gens du PCT sont à l'œuvre puisque bon, l'argent c'est pas un problème chez eux. Donc les gens qui sont appauvris, évidemment, qui verront 5 000, qui vont s'agiter sur 5 000 pour leur vendre la carte d'électeur. C'est ça qui se passe. Voilà comment l'élection va se passer. Voilà, c'est ça le clientélisme. Le clientélisme,
capitalisme. Tu me donnes, je te donne de l'argent, tu me donnes le produit. Le produit, c'est donc la carte d'électeur. Voilà, c'est ça la réalité du système, c'est-à-dire cette perspective obtue vers le maintien de la dictature. Voyez? Donc voilà à peu près comment j'ai représenté les choses ici. Voilà le cycle de la dictature. Voilà le cycle. On veut garder le statu quo, hein, le cycle là. Voilà le maintien du pouvoir. Le maintien du pouvoir avec quoi? Avec son bras séculier. Le bras séculier, c'est les forces de l'ordre et c'est les supplétifs. Vous voyez que ces forces de l'ordre, on les a fait voter hier seulement, hier qu'ils ont été votés. C'est à dessein qu'ils sont allés voter en premier, je l'ai déjà expliqué. C'est pour le maintien de ce pouvoir-là. Voilà. Hein, les militaires doivent être libres, prêts à mater. Alors, le pouvoir, il est tribal. Ben oui, bien sûr que le pouvoir, il est tribal. Hein. On a bien beau recruter un peu dans toutes les régions, mais l'origine du pouvoir de 1987 est tribal d'abord, hein, cette dimension. Et puis, bon, le fonctionnement du gouvernement, il y a un gouvernement, d'accord, avec un premier ministre, mais il y a un deuxième premier ministre aussi qui a un pouvoir directeur du cabinet du chef de l'État aussi. Donc, il y a un cabinet occulte là aussi, pouvoir occulte, cabinet privé. Il y a le cabinet. Tout se décide, je pense, tout se décide pas au niveau du gouvernement légal, mais au niveau du cabinet privé. Ça, c'est un chèque, tout le monde le sait très bien. Voilà. Hein, donc le pouvoir, il est fondamentalement tribal. On voit l'importance des personnages comme Monsieur Okemba, voilà le pouvoir autour. Et puis aussi, bon, il y a des frictions parfois aussi, mais en tout cas, le pouvoir reste tribal. Les grandes décisions se prennent au niveau tribal, hein, à ne pas s'en douter. Ça, on est dans ce modèle-là. Comprenez que ce n'est plus dans le modèle de l'ouverture, puisque là, on est dans le modèle de la fermeture. Voilà, le truc, il est cyclique là. Ok, mise à l'écart des membres de la vraie opposition, mais bien sûr, on l'a vécu. Il y a des opposants qui sont résolus, qui sont emprisonnés et d'autres qui sont intimidés. Voilà. Hein, les problèmes à sont en prison, et puis bon, certains sont intimidés, les Madame Nari, on ne sait plus ce qu'elles deviennent, elles sont à tonnes, et puis bon, ben voilà, cette opposition-là. Et puis là, l'instrumentalisation des partisans cooptés du pouvoir. Mais les partisans cooptés du pouvoir, c'est dans la géopolitique, la géostratégie, la géopolitique du pouvoir au Congo-Brazzaville, hein, de toutes les façons. Hein, on voit très bien que cette géopolitique, le président de l'Assemblée bon, quoique bon, il a été dès le départ, hein, M. Mvouba était bien dès le départ dans la recherche du pouvoir depuis 97, mais il y a d'autres qu'on a cooptés, c'est-à-dire qui étaient de l'autre côté et qu'on a ramené, n'est-ce pas, dans le régime avec des pouvoirs accessoires, parfois des grands postes, mais avec des pouvoirs accessoires. Voilà, les membres sont cooptés et ces membres qui sont cooptés deviennent, je dis bien, membres cooptés du régime qui sont zélés. Ils sont zélés, c'est-à-dire que, ben voilà, on leur a fait la faveur d'être là où ils sont et c'est les grands défenseurs désormais du régime dictatorial. Ils sont même plus dictateurs que le dictateur lui-même. Voilà, ils sont là. Voilà comment est-ce que le système se reproduit. C'est cyclique là, c'est cyclique. Il faut maintenir situation de pérennisation du pouvoir. Il faut le maintenir par tous les moyens. Eh bien, ceux qui sont dans les régions, parce que les régions sont en fait, les régions il y a des parties du pays qui sont quand même estampillées comme étant des régions ennemies, on peut dire, à surveiller de près. Hein, dans le Niboland, on voit très bien quand ça bouge, on envoie des militaires là-bas. Mais ceux qui sont originaires de ces régions-là, qui sont dans le système, ben, ils font leur travail aussi. Ils font leur travail de contrôle, ils font leur travail comme ils savent le faire. Et ils le font très très bien aussi, on les a vus dans ces régions-là. Donc, voyez un peu, ben, quelque part, si vous n'avez pas la décision en tant que telle, ben, vous êtes instrumentalisé. Vous êtes là, et puis vous ne pensez qu'à maintenir votre poste. Et pour se maintenir à son poste, ben, il faut faire quelque chose. Il faut montrer qu'on fait quelque chose, on est sur le terrain. Voyez?
Donc voilà, c'est cela. Bon, maintenant, puisqu'on avait dit que, ben, attendez, c'est-à-dire le risque intercurrent de d'évolution du pouvoir, d'évolution conflictuelle du pouvoir, eh ben c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que plutôt que ce n'est plus, c'est cyclique ici, on veut maintenir cette circularité du pouvoir là pour le maintenir, mais il peut arriver aussi un accident, c'est-à-dire que finalement on passe à un autre système ici. Ça, c'est la situation de dévolution violente du pouvoir. Ça peut arriver. Ça peut arriver de l'intérieur même du régime aussi. Hein, quand on voit souvent le réfifi qu'il y a entre eux à l'intérieur du système, mais d'autres sont passés à trépas. Hein, c'est que à l'intérieur même du système aussi, il y a des conflits, il y a des clivages qui sont nés un peu peut-être de la façon dont on met le pouvoir. Certains ne sont pas d'accord, mais ça peut clasher là aussi. Donc, je pense qu'aujourd'hui là, ce qu'on craint beaucoup plus aujourd'hui, c'est ce qui va se passer là, dans les événements actuels ici. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont traverser ce Rubicon et retrouver la circularité? Est-ce que on va changer peut-être aussi, hein, il peut peut-être avoir aussi une dévolution démocratique entre guillemets puisqu'il parle de démocratie là malgré tout. Malgré tout ce qu'ils disent, je pense qu'on ressent aussi quand même une peur chez les caciques du pouvoir. Voilà, ils sont en campagne et perdus dans le pool. On voit des gens supplier les gens, la femme du chef de l'État à Pointe-Noire supplier les gens, c'est quelque part. Et puis aussi, le chef du système lui-même aussi l'a dit ouvertement, mais allez voter pour que les Blancs ne disent pas que voilà, on a volé. Parce qu'il y a aussi un regard de l'extérieur aussi, hein, qui vous regarde là. Donc il y a une pression quand même à ce niveau-là. Vous pouvez frauder comme vous voulez, bon, mais quand même aussi, ça va être pas facile. Donc cette dévolution du pouvoir là, quand enlever mon petit truc ici, le mettre ici, peut-être aussi, voilà, peut-être c'est mieux. Alors, donc ici là, voilà, passer à un autre système d'évolution violente du pouvoir, point critique aux conséquences souvent tragiques et dramatiques. Bon, comment on va gérer ceci, hein? Comment on va gérer ceci, c'est ça le problème. Comment on va gérer ceci, hein? C'est le grand, c'est la grosse interrogation, parce que le peuple aussi, comme on l'a dit, hein, le peuple aussi est bloqué est gonflé à bloc là aussi. Hein. Bon, ils sont apeurés, le peuple est apeuré, d'accord, mais le peuple aussi, à un certain moment aussi, connaît là où se trouvent ces enjeux là. Hein, c'est pas parce qu'on aura corrompu des gens comme ça on aura donné l'argent. De toute façon, nous le disons que l'argent qu'on vous donne, prenez c'est le vôtre aussi. Mais quant à mettre le bulletin dans l'urne, c'est une autre réalité aussi. Les gens on veut changer. Ça, c'est que ça soit dans les 12 départements de la République, les gens veulent changer. Y compris même au fond ceux qui sont dans le système aussi, qui sont pas à des niveaux très très élevés, parce que bon, on peut être conscient que tout peut péter d'un moment à l'autre. Et à ce moment-là, mais là, on est dans le rouge, hein, on est dans le rouge là. Donc je ne parle même plus vers l'approche idéale où il y avait l'ouverture. On va supposer ici à la fermeture. Donc il faut être bêta, pareil. C'est-à-dire que les conséquences peuvent être très tragiques ici, mais les conséquences peuvent être très tragiques pour tout le monde, hein, pour tout le monde. Aussi bien pour la population que pour l'opposition, certainement, que pour les gens qui sont au pouvoir, parce que c'est sûr que, bon, s'il arrive quelque chose, ils vont sortir les chars et ainsi de suite, mais ces chars-là, évidemment, ça va être la casse, quelles que soient les conditions ici. Et même si le régime se reproduit, bon, comment ils vont gouverner, c'est là aussi le problème. Hein. Monsieur Koléa a dit être sûr de gagner l'élection et on a entendu les gens du pouvoir parler, hein, aussi parler pour lui dire, mais il faut savoir où t'arrêter. Donc déjà avec une rhétorique comme ça annonce la couleur, ça annonce la couleur. Donc voilà à peu près la représentation de ça, voilà. Hein, si on veut rester dans ce rouge-là, ben voilà, les conséquences sont là. Et les conséquences, ben écoute, voyez, il faut que les gens soient prêts à écoper. Bon, là, comme on l'a fait avant, j'ai reproduit un peu ce qu'il y a finalement d'essentiel dans la configuration de la diapo qui vient de passer avec la modélisation que nous avons fait des idées, là.
Voilà, c'est ça. On voit très bien, maintien du pouvoir, pouvoir tribal, mise à l'écart des membres de la vraie opposition et instrumentalisation des partisans cooptés par le pouvoir. Et puis bon, voilà, cette partie qui risque d'être assez turbulente ici. Ça risque d'être turbulent. Ça peut ne pas, mais ça peut être aussi turbulent en fonction de l'évolution des forces en place, y compris aussi les gens de l'opposition qui pourront revendiquer la victoire sur la base, voilà, et encore faut-il qu'on les laisse aller aussi voir ce qui se passe dans les bureaux de vote, ou le régime en place qui va couper Internet et puis qui va attendre 2 heures du matin pour proclamer sa victoire, en ajoutant en plus la complexité à la complexité, le clivage au clivage et la tension à la tension. Et puis bon, après, comment gérer ça par la suite? Vous voyez? Donc, le pouvoir peut être déchu et avoir un nouveau pouvoir. Mais est-ce qu'on va gérer ce nouveau pouvoir-là? Comment est-ce que ce nouveau pouvoir va gérer une situation aussi explosive que ça? Voilà, donc il y a beaucoup d'interrogations, et je pense que c'est bien d'essayer de réfléchir, d'envisager des choses comme ça. Donc ici, en fait, le risque intercurrent, comme je l'ai dit, d'un conflit violent offrant une perspective tragique de dévolution du pouvoir est due à quoi? Ben voilà, une conception inconsciente d'un pouvoir qui se maintient par le goût du tragique. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le pouvoir doit rester, quel que soit. Les armes, on les a achetées, sont arrivées à Pointe-Noire, sont là, prêtes à utiliser, d'accord. Est-ce que les bataillons sont en place? Voilà. Donc, prêtes à parer à tout. Et puis ici, le refus systématique de l'alternance démocratique, on l'a dit, une déshumanisation manifeste des Congolais en les soumettant à une pauvreté artificielle. Et bien sûr, la pauvreté artificielle. Vous voyez un peu, c'est comme si c'était calibré dès le départ. On va arriver vers les élections. Les Congolais auront évidemment seront affamés, puisque vous voyez, quand on voit les cartes des lecteurs dans les quartiers là, ils vendent des cartes des lecteurs. Parce qu'après l'élection, qu'est-ce que j'ai à foutre avec la carte? Je jette. Voilà. Donc, le système en train de retirer les cartes des lecteurs des gens. Vends-moi, ben, tu n'es pas obligé d'aller voter. Rends-moi, donne-moi, je te donne 5 000. Mais les gens, voir 5 000, 10 000, puisqu'ils sont on les a paupérisés. Ben, ils vont prendre 10 000, 10 000. Et puis on donne la carte, et puis je m'en fous du vote. Les gens ne sont pas conscients de ça. Et là aussi, c'est là où est-ce que c'est mieux d'aller voter ou de ne pas aller voter. Mais certains, nous disons par exemple que les gens doivent rester chez eux pour ne pas crédibiliser, n'est-ce pas, une fraude qui est déjà actée. Et d'autres qui disent, les gens qui ont accompagné ceux qui sont partis dans l'opposition, allez voter parce que, voilà, donc la situation est assez ambiguë. La situation est assez ambiguë à ce niveau-là. Bon, il y a aussi les conditions d'une désobéissance. Ah oui, ça aussi, voilà. Ça aussi, c'est, voilà. Toujours dans cette partie-là, mais il y a aussi la possibilité d'une désobéissance civile, d'une résistance à l'oppression. Ben voilà, ça peut se trouver justifié avec tout ce micmac-là, toute cette situation-là. C'est possible que ça puisse détonner aussi. Hein. Les peuples ont le droit, absolument le droit aussi, quand ils sentent qu'ils sont oppressés, c'est un droit qui est reconnu. Hein. C'est un droit reconnu. Alors, car en fait, elle n'est pas une atteinte à la norme établie, mais plutôt un signe de vitalité démocratique qui s'attaque aux lois iniques et injustes. Voilà, la désobéissance civile est actée dans beaucoup de pays. On peut citer en France, la désobéissance civile a été actée en France à travers pas mal de mouvements qui pavoisent l'histoire de la France. Et même quand on voit Monsieur Mélenchon, ben, tout récemment, c'était quand même aussi les gilets jaunes, là aussi. Tout ça, c'est la désobéissance civile. Voilà, ils sont sortis, ils ont exprimé leur désobéissance civile jusqu'au point où Macron était obligé de, qu'on la met dans le bunker, là, Madame Macron l'a expliqué, ça a chauffé, ça pouvait tomber là, hein, mais on leur a reconnu ce droit, on leur a reconnu ce droit.
Par le passé, il y a Gandhi aussi. Gandhi contre l'impérialisme ou le colonialisme britannique en Inde aussi a usé de cette désobéissance civile, mais de manière pacifique. Martin Luther King également aussi. Hein? David Henry Thoreau, l'Américain, qui est mort en 1862 aux États-Unis aussi, un grand penseur, un grand scientifique, un grand historien, un grand philosophe, qui a refusé aussi lui aussi de payer les impôts. C'est lui qui a même théorisé le premier la notion de la désobéissance civile qui devient aujourd'hui un droit en tant que tel aussi. Donc vous voyez que quand les peuples démontrent suffisamment que, et évidemment, les lois sont iniques, et comment les lois sont iniques? Eh bien, les lois s'emprisonnent des gens à l'arbitraire. En tant que tel, c'est déjà une loi inique. Et déjà, quand les lois ne sont pas respectées par ceux qui les mettent en place, c'est déjà inique également. Vous voyez, quand les jeunes n'ont pas de travail, tout ça, ça rentre dans la compréhension des raisons qui peuvent pousser les gens à se révolter, à se lever, parce que c'est leur avenir qui est hypothéqué. Et c'est le cas des jeunes aujourd'hui. C'est le cas des jeunes aujourd'hui. Leur avenir est hypothéqué et ils ont le droit de... Parce que ils ont des enfants, il faut qu'ils, n'est-ce pas, éduquent leurs enfants, les envoient à l'école et de génération en génération. Si les parents n'ont pas de travail, les enfants n'ont pas de travail, les petits-enfants n'ont pas de travail, mais la chaîne est rompue. Elle est rompue. Donc vous voyez un peu que, au fond, les gens doivent être conscients, n'est-ce pas, de cet état de choses par rapport à cette désobéissance civile, par rapport à la résistance, à l'oppression. Une fois de plus, on l'a dit et on va le redire encore. La résistance à l'oppression est un droit. Et dans le cas du Congo-Brazzaville, évidemment, il y a suffisamment d'éléments qui démontrent que, évidemment, là, on est en face de telle situation. Alors, là aussi, nous avons donc pris un certain nombre pardon, un certain nombre une petite mosaïque avec des photos, bien évidemment, pour montrer le Congo-Brazzaville et le principe de légitimité d'une désobéissance civile ou d'un soulèvement populaire. Là encore, un soulèvement populaire aussi, c'est possible, et c'est dans son droit le plus absolu. Hein. Ce n'est pas l'attaque des institutions établies, mais évidemment, c'est un droit qui est reconnu une fois de plus. Les gens peuvent se soulever quand ils ont suffisamment de raisons de se soulever. Et ils se soulèvent pourquoi? On l'a dit, voilà, les gens qui sont mis en prison, voilà. Ici, M. Mokoko, M. Okombi, M. Boukadia, qui a eu la chance de sortir de là, M. Paulin Makaya, qui est sorti aussi, mais qui est là dans la prison. Vous voyez très bien que, voilà, les lois qui sont appliquées, on ne peut pas emprisonner des gens pour leur opinion politique. Mais on dit que c'est des gens qui sont emprisonnés, c'est des prisonniers de droit commun. Mais non, M. Mokoko n'a tué personne. Monsieur Mokoko n'a tué personne. C'est simplement qu'il a fait s'est présenté à l'élection présidentielle, comme il était demandé à tout le monde. D'ailleurs, déjà quand il arrive pour la première fois, il a annoncé sa candidature. Il arrive à Maya, il est accueilli par des cailloux, des jets de cailloux. Tout le monde a vu ça. Donc ça s'annonçait mal. Donc ne nous dites pas que voilà, c'est un prisonnier de droit commun. Monsieur Okombi Salissa également aussi a fait un discours, aussi est rentré dans l'opposition, il a fait un discours, a reconnu même que Pascal Issouba n'avait pas tort, il a dit ouvertement qu'il le ferait plus jamais. Et ça, et pourtant il était le bras droit de Monsieur Denis Sassou Nguesso. Il a eu ce qu'il a eu, il est en prison aujourd'hui, 20 ans pour les deux. Monsieur Paulin Makaya aussi n'a jamais tué personne, bien évidemment. Lui également, la même chose, il disait ce qu'il faisait, il faisait ce qu'il disait. Hein? Et si un système est démocratique, il faut laisser la liberté aux gens de faire. Monsieur Boukadia, c'est la même chose également. Il a revendiqué, il n'a tué personne du tout. Et puis, il a dit ce qu'il a dit, et puis il a été jeté en prison. Voyez? Donc voilà, ça c'est quand même des éléments qui nous montrent la suffisance que non, ça ne se fait pas. Quand un régime enfreint ses propres lois, emprisonne de façon arbitraire, c'est en tant que tel une raison fondamentale pour que ces gens se lèvent. Bon, le système hospitalier, on le sait très bien dans quel état il se trouve. Hein, il n'y a pas de commentaire à faire. Les inondations, je l'ai dit tantôt, qu'ils sont de plus en plus récurrents, elles sont de plus en plus récurrentes, les inondations. Mais les inondations, on a vécu des grosses pluies de par le passé. On n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu ça. Mais bien sûr, le régime s'est engagé dans des travaux. Mais une fois de plus, les travaux ne peuvent être optimales que quand les travaux sont exécutés par des personnes expertes. Voilà, des personnes expertes.
Vous allez prendre des entreprises à l'étranger sans mettre l'accent sur leur background. Hein? Parce qu'il y a des passe-droits, il y a des passe-droits qu'on fait par rapport au marché, ainsi de suite. Mais les gens vont venir faire un travail piètre. C'est du piètre travail, et puis on en arrive là. Voilà, on n'a jamais vécu ça au Congo. Voilà les œuvres d'art, la fierté de qui a été fait, le fameux pont de... Voilà, ça se casse parce que c'est mal fait. Et là, ne mettez pas l'accent sur les intempéries, parce que les intempéries ont toujours existé. Il y a les ponts dans le Mayombe, fait depuis 1934, dans la construction du chemin de fer Congo-Océan, ne se sont jamais écroulés, alors que le Mayombe, c'est quand même une géographie qui est exposée, n'est-ce pas, à pas mal de intempéries, à une pluviométrie extraordinaire. Donc, comprenez que les inondations dans les grandes villes, c'est que vous avez mal fait les travaux avec beaucoup d'incompétence, sans expertise, et c'est vous qui avez la responsabilité de ce qui arrive là. Ce n'est pas la nature. La nature n'a absolument rien à voir. C'était bien construit, un système de canalisation qui oriente les eaux de pluie là où ils doivent aller, on n'aurait pas cela. Maintenant, l'autre affaire, c'est on ne peut pas vivre indéfiniment dans la guerre. On ne peut pas vivre indéfiniment dans la guerre. On ne peut pas faire la guerre tous les jours, tous les jours et tous les jours. On ne peut pas acheter des armes tous les jours, alors qu'on veut acheter plutôt des choses pour que les gens mangent, que les enfants aillent à l'école, ainsi de suite. On ne va pas terminer l'argent du Congo, acheter les armes et mettre les gens à la transhumance sur les routes avec les baluchons sur la tête. Voilà, tout ça, ce sont des raisons qui montrent aux gens que il faut vous soulever maintenant si ça se passe mal, évidemment. Si votre, n'est-ce pas, la victoire est encore volée, hein, vous voyez, et volée parce qu'en 2016, les gens du système ont reconnu clairement que ça a été volé. Hein. Je reviens encore sur le discours de M. Pierre Moussa, et puis bien à d'autres occasions aussi. Voilà. Donc la logique des guerres, voilà les militaires, voilà une pauvre grand-mère obligée avec sa canne, mais quand même, soyons sérieux, il ne faut pas qu'on revoie ce genre de choses. Hein. Et puis bon voilà, voilà, il y a des situations des enfants à l'école, dans l'éducation, vous voyez comment est-ce que les enfants s'asseyent, c'est pas une chimère, c'est la vérité, et parfois la vérité est même pire que ce qui est ici, vous voyez. Bon, l'insécurité à Brazzaville, l'insécurité avec les bébés noirs, ce qu'on appelle les bébés noirs, voilà les bébés noirs. Hein? Ben, attendez, mais voilà les bébés noirs qui continuent à faire de la terreur dans Brazzaville avec des coupes-coupes à couper les gens. Et puis là, on voit bien qu'il y a la force publique avec le procureur, M. Ngakala, je pense, Oko Ngakala, oui, je pense, qui est là, qui tient même les machettes. Mais on n'a jamais vu à sa cour interpeller ces jeunes-là. On n'a jamais vu un procès de ces jeunes-là qui tuent à tout va, qui dépècent des gens. Et pourtant, la police tout autour, là. Pourquoi on n'a jamais vu instruire un projet? Mais il y a des projets des procès pour des jeunes aussi. Il y a des centres de détention pour des jeunes. Hein, c'est des criminels, c'est des criminels. Et ils le disent eux-mêmes aussi, c'est des criminels. Mais ça se fait pas. Donc, c'est comme s'il y a une connivence entre ces jeunes-là et les services de police. Est-ce qu'on va continuer avec un régime comme ça? Ici, c'est la pénurie de l'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Et c'est récurrent encore. Nous avons le fleuve le plus puissant, le deuxième fleuve le plus puissant à côté, et on ne peut pas résoudre le problème de l'eau alors qu'on a brassé beaucoup d'argent, alors qu'on pouvait bien mettre en place un système d'adduction d'eau, de production d'eau, pour qu'on puisse plus voir de spectacles comme ça en plein Brazzaville, la capitale économique, politique, et Pointe-Noire. C'est pas possible. Ici, voilà, la pollution auditive avec les groupes électrogènes qui ronronnent à tout bout de champ dans les villes, parce qu'il y a délestage. Non seulement ça brise les appareils ménagers, et ainsi de suite. Voilà donc un peu des réalités qui sont réelles, on peut le dire de cette manière-là, qui sont pas chimériques, puisque c'est la réalité, et parfois la réalité est même pire que ça. Alors, donc voilà, nous sommes face à un système comme ça, Que peut-on faire avec un système comme cela? Donc, comme on l'a dit tantôt aussi, bon voilà, une situation sociale, une situation sociale préoccupante, on l'a démontré, un climat politique qui est délétère, on le voit très bien, la tension politique qui est là, hein, même avant, mais attendez, il ne devait pas avoir une tension, surtout entre les gens au pouvoir et ceux qui ont accepté d'aller à ces élections, M. Mathias Nzon et puis M. Kolela, qui semble être un peu bousculé là aussi. On a vu comment est-ce qu'ils sont interdits de faire ceci ou de faire cela.
Donc, la tension est là. Les élections ne devaient pas être un espace de tension. Ça devait être un espace où les Congolais vont jouer leur rôle de citoyens en tant que tel le plus simplement du monde. Voilà. Alors, un climat politique délétère, donc une conjoncture économique insoutenable, on l'a dit, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Hein. Et la preuve, le système a lancé un emprunt obligataire dans la région de l'Afrique centrale, je ne sais pas où là, donc ce qui veut dire qu'ils n'ont pas d'argent. Mais comment ils vont, où est-ce qu'ils vont avoir l'argent une fois qu'ils auront repris le pouvoir, s'ils veulent le reprendre comme ils veulent le prendre là. Donc, un régime qui n'a plus rien à proposer et qui se maintient par la force et la violence politique produit nécessairement les germes de sa propre destruction. Mais les germes de sa propre destruction, on a beau corrompre les gens, hein, comme on le voit maintenant, mais il peut arriver que ça saute. Et les gens ont le droit de sauter, de faire sauter le système, une fois de plus, c'est leur droit le plus absolu. On n'a jamais donné un portrait de l'emploi des jeunes, de leurs conditions, mais c'est quand même, c'est assez drôle qu'un régime, après tout ce que le pays a vécu, n'a pas osé faire un vrai recensement de la population. On n'a jamais fait de recensement de la population au Congo-Brazzaville. Combien y a-t-il des étrangers au Congo-Brazzaville? Combien y a-t-il de jeunes à tel âge? Combien y a-t-il de jeunes filles, de jeunes garçons? Combien y a-t-il des personnes âgées? Combien y a-t-il des personnes actives? Ça, on ne peut pas avoir, n'est-ce pas, un portrait socio-démographique du Congo-Brazzaville. Et c'est lamentable. Donc, voilà, c'est pas pour... ça n'étonne personne si les listes électorales n'ont pas été revues parce que le système est braqué sur une approche très fermée, très fermée dans la conception du pouvoir. Et qu'ils pensent que ça doit rester comme ça, quelles que soient les conditions. Et qu'on ne peut pas penser un seul instant qu'on peut essayer d'essayer de pacifier réellement la situation du pays. Donc une population de plus en plus, je vais terminer donc, une population de plus en plus pauvre et sans horizon de son futur a toute la légitimité de résister par la désobéissance civile. Donc, il ne faut pas être étonné si ça peut exploser d'un moment à un autre parce que les Congolais en ont marre, tout simplement, ils en ont marre. Hein? Et puis bon, ils veulent penser à autre chose. Donc voilà à peu près ce que je voulais quand même partager avec vous par rapport à cette petite réflexion en partage et pour vous dire que sincèrement, il faut que les gens essaient de réfléchir. Il faut que les gens essaient de réfléchir. Qu'ils essaient de faire une sorte de scénario, même s'ils pensent que ça ne peut pas arriver, mais qu'ils essaient de penser un jour que si le pouvoir en question part, en prenant ça comme hypothèse, si le pouvoir en question part dans la violence où on n'a rien fait pour aplanir les choses, mais là, ça peut être très grave, de part et d'autre. Hein? Ça peut être replongé dans la guerre civile, c'est possible, c'est de replonger dans la guerre civile. Donc, une société qui va s'autodétruire alors que la société a tout ce dont elle a besoin pour créer un contexte politique agréable et puis aller vers le fameux progrès social, comme je l'ai dit tantôt, vers cet idéal-là. Donc ça a pris le temps que ça a pris, hein, 1h47 quand même, mais je voulais quand même dire ça à la veille des élections, quand même, qu'on dise ces choses-là, que nous disons ces choses-là à la veille des élections, et que chaque Congolais doit le faire dans toute sa conscience, toute sa conscience. Hein, toute sa conscience. Nous sommes en exil, et on a cette liberté de parler et nous continuerons à parler pour éclairer ceux qui veulent être éclairés. Maintenant, pour ceux qui sont complètement obtus, il n'y a pas de problème non plus. Merci pour m'avoir écouté et à la prochaine. Pour ceux qui vont aller voter, bon, bonne chance. Mais pour ceux aussi qui choisissent de ne pas aller voter, c'est une approche également. Restez chez vous, n'allez pas voter. N'allez pas voter. Voilà. Restez chez vous, n'allez pas voter. Alors pour d'autres qui pensent qu'il faut aller, ma foi, bah écoutez, chacun prend ses responsabilités.
Et j'ai entendu encore M. Kolela qui commence à se plaindre sur les conditions d'organisation de ces élections. Ben, il a bien beau drainer les foules en tant que tel, mais s'il commence à dire ce qu'il est en train de dire, eh ben, c'est qu'il comprend très bien que le système de ce côté-là est vraiment bien barricadé. Alors, il aura toute la responsabilité d'être parti, n'est-ce pas, à ces élections, alors qu'en 2016, il était sorti deuxième et il a accepté de se coucher tranquillement sur la chanson de la dictature. Et alors, s'il ne réussit pas son coup, ici, là, il pourra aussi avoir des comptes à rendre également. Monsieur Mathias disant pareil. Maintenant, s'ils font, arrivent à faire l'impossible, à faire le miracle, ben, on nous applaudirons. Nous applaudirons. Merci et à très bientôt.